L'enregistrement. Oui, bonjour et bonsoir à tous les deux, Myriam et Didier. Donc Myriam Le Sommer qui a accepté de se prêter à cette dernière séance de nos rencontres, est médecin en santé publique et gériatre, et Didier Cugy, qui est membre du Cercle Condorcet et de l'association Santé et Environnement France, ont accepté de venir parler avec nous de la crise sanitaire et de la concurrence des essentiels dans cette crise. Voilà, je passe d'abord la parole à Didier, et puis ils vont échanger, et ensuite on discute une discussion plutôt générale dans une demi-heure, par exemple. Écoute, merci Dominique. Et c'est vrai, heureusement que tu as recité l'association Santé Environnement France, dont je fais partie depuis maintenant quelques années, et qui a pour vocation finalement de sensibiliser le maximum de personnes, aussi bien la population que les pouvoirs publics, à toute la problématique liée à l'impact de l'environnement sur la santé. Alors, tout le monde parle des perturbateurs endocriniens de base, avec les phtalates, avec les biberons, avec les peintures et toutes ces choses-là. Et puis, on oublie aussi les rythmes. On oublie aussi le rapport au temps. Et on oublie aussi, dans cette histoire de santé-environnement, c'est que l'homme est avant tout un animal social. Alors, animal social qui est capable à la fois d'être un chasseur-cueilleur, mais aussi un cultivateur, et qui a de grandes possibilités d'interaction avec son environnement. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que tout ce qui fait notre spécificité, c'est notre capacité à interagir avec l'autre, à partager, aussi bien sur le plan de la connaissance que sur le plan donc la connaissance, les savoirs, mais aussi l'activité physique, la force. Hein, la force humaine, quand elle se cumule et se coordonne, est capable de faire des choses qui sont des grandes choses. La connaissance humaine, de même. Et toutes ces choses, finalement, nous ont amenés à nous organiser en société avec des répartitions qui sont faites dans la société, des répartitions de tâches, des répartitions de fonctions. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La prise de conscience du fait que tout le monde ne peut pas tout faire, et que pour faire quelque chose de bien, il faut le faire de façon, comment dire, fréquente. Je ne vais pas dire répétitive, je ne veux pas rentrer dans le taylorisme, qui a été d'ailleurs poussé, qui a poussé un petit peu à l'acmé la qualité liée à la répétition, mais aussi à l'enfermement dans une certaine routine. Et donc, on a développé des savoirs, des savoir-faire et des métiers et des professions. Et c'est comme ça que sont apparus tout un ensemble de métiers, dont les métiers qui sont liés à la subsistance. Donc, on a vu des gens qui se préoccupent plus de l'alimentation, plus de la chasse, plus d'autres choses. Alors, il y a eu une répartition qui s'est faite aussi en dehors de ces métiers. Il y a eu les sexes, on voit dans les peuplades primitives, hein, avec des fonctions, même pour aller faire les foins, pour aller cueillir, pour aller chasser, pour aller chercher l'eau, pour tanner, pour faire tout un tas de choses. Et tout ça, ça apparaît progressivement. Et dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, cette organisation est caractérisée par la présence de professions. Et on va avoir des professionnels qui vont être des coiffeurs, qui vont être des boulangers, qui vont être des bouchers, des charcutiers, des peintres, des maçons, des enseignants, des soignants, des avocats, et qui contribuent finalement à ce que notre société fonctionne le moins mal possible. Alors, c'est peut-être une version un peu idyllique, hein, une peinture un peu idyllique, mais c'est quelque chose qui est une réalité. Et nous vivons dans notre environnement parce qu'il y a toutes ces professions qui sont là et qui nous aident à vivre. L'avocat, on n'en a pas tout le temps besoin, mais le jour où on en a besoin, on est bien content qu'il soit là, avec sa connaissance, avec son savoir du droit. Le médecin, il en est de même. Et le boulanger aussi. Hein. Faire du pain, ce n'est pas quelque chose de simple. Et que si on veut avoir du pain qui ne coûte pas trop cher, eh bien, ça veut dire que le boulanger va être capable d'en faire des quantités importantes. Il y a des relations avec le rapport entre la quantité et le prix, et qui va permettre de rendre, en fait, accessible au plus grand nombre le produit, un produit de bonne qualité. Je crois que c'était un préalable. Et puis, on a cette arrivée de cette maladie, de cette pandémie, qui a abouti à faire une sorte de blackout, couper la société, l'arrêter, ou presque.
Une première fois, ça s'est remis en route progressivement parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où la société ne fonctionnait plus et ne travaillait plus et que les gens étaient enfermés chez eux, ben, il y avait des soucis à tout niveau, au niveau de la médecine, au niveau du droit, au niveau de l'enseignement, au niveau de la police, au niveau de tout un ensemble de choses. Et fin de pandémie, au mois de mai, levée du confinement, c'est reparti. Et puis là, on voit arriver une deuxième, ce qu'on a appelé une deuxième vague, mais qui finalement qui n'est qu'une poursuite de la diffusion du virus, qui arrive et puis qui, de toute façon, réarrivera progressivement. N'oublions pas à ce sujet qu'il y a juste un an, le nombre de personnes contaminées dans le monde devait être peut-être une petite poignée, hein, une main, 5-10 personnes. Aujourd'hui, on a quasiment 10% de la population du globe qui a été contaminée, 700 millions. Hein, on est 7 milliards. Et se dire que par les petites mesures que l'on veut appliquer aujourd'hui, on va arrêter la pandémie à coups de masque, à coups de confinement, alors qu'on est passé de 1 ou 10 à 700 millions en un an, je crois que c'est une grande folie. On a quelque chose qui nous dépasse et qui, de toute façon, va se développer. Et tant qu'il n'y aura pas eu comment dire, une diffusion globale, et on va pas parler d'immunité de groupe, mais je crois que tant que la grande vague n'aura pas eu submergé l'ensemble du monde, je crois que ça va continuer à se développer. Et on va passer son temps à courir derrière. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe. Et donc, de nouveau, diffusion de la maladie que l'on croyait contrôlée. Et là, on voit des pouvoirs publics qui se mettent à nous parler de métiers essentiels, de professions essentielles, de commerce essentiel. On va nous expliquer que ce qui était important et essentiel, c'est les hôpitaux, c'est le fait de soigner les gens, c'est peut-être l'alimentaire, mais que le coiffeur n'est pas essentiel. Que tous ceux qui s'occupent de les librairies n'étaient pas essentiels, que la diffusion de la culture n'est pas essentielle, que l'esthétique n'est pas essentielle, que la musique n'est pas essentielle. Là, il y a une grande question qui se pose. Une grande question qui est d'ailleurs liée au jugement de valeur sur qu'est-ce qui fait cette hiérarchie des besoins, pourquoi, de quel droit. De quel droit peut-on dire qu'il n'est pas essentiel de se coiffer alors que les soins si tu veux, les soins de la coiffure, par exemple, les soins esthétiques, eh bien, c'est des soins qu'on fait de la naissance à la mort. La première chose, parmi les premières choses que l'on fait après l'accouchement au nourrisson, eh bien, on le nettoie, on le lave, et puis rapidement, on va lui peigner les cheveux. Et puis à la mort, on rend le mort présentable. Et il est présentable dans son cercueil. Et il y a eu des soins qui ont été faits. Donc dire que les soins d'esthétique ou de coiffure ne sont pas essentiels, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Et donc c'est ça qui nous a amené à échanger avec Myriam sur ce sujet. Et Myriam, avec son acuité intellectuelle qui est bien supérieure à la mienne, m'a éclairé sur les essentiels. Je lui passais la parole. Oui, nous sommes tout à fait rejoints sur cette considération parce que je crois que l'isolement, chacun dans son coin, a confronté chaque personne à son essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus… Le seul point commun de l'essentiel, c'était de se confiner et c'était de ne pas transmettre, c'est-à-dire c'était une compréhension physiologique du besoin. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est le confinement, je dirais, oui, le confinement du besoin, un besoin physiologique et à du quantitatif. C'est-à-dire, c'était ne pas participer à une comptabilité croissante de la contamination. Et ça me paraît, ça m'interroge sur ce que ça représente pour une société d'être mobilisée sur un score et sur un score strictement physiologique, comme si on était en train de prendre conscience ou de limiter notre prise de conscience
à, à notre capacité d'être juste vivant. Et moi, dans mon travail en tant que médecin, en particulier en tant que gériatre, je me suis toujours posé des questions sur une des questions que je me suis posée longtemps et que je me pose encore dans mon travail, c'est n'y a-t-il pas le risque de considérer, de limiter l'existence à la vie? C'est-à-dire quand je vois certains programmes de soins individuels, et là on a un soin collectif, n'est-il pas possible de proposer aux gens de vivre sans exister? Ça, parce que bien sûr que pour exister, c'est-à-dire agir sur son environnement, faire preuve de liberté, il faut avoir la vie physiologique. Mais ce n'est visiblement pas suffisant. Et même sur le plan philosophique, hein, nos philosophes disent que les temps, c'est-à-dire le fait d'être, d'exister, d'être visiblement là, ne garantit pas au sujet d'être. Et si on se cantonne au quantifiable, on va compter les sujets uniquement comme des étangs, c'est-à-dire ils sont là, ils respirent, c'est très important hein, pour le Covid. Ils respirent, mais au-delà, est-ce qu'ils ont des aspirations? Et je trouve je trouve qu'en plus, le fait que le coronavirus soit un virus qui nous coupe le souffle est très intéressant par rapport à cette existence et notre aspiration à être. Ça se joue vraiment sur ces rythmes-là, et j'ai l'impression qu'on fait une grosse bêtise en faisant penser aux gens que parce qu'ils n'ont pas transmis quantitativement le virus, ils ont rempli leur mission d'être dans un corps social. Et limiter ça, limiter nos représentations de vie sociale, de solidarité à ce risque de transmission, ça me paraît extrêmement court et dangereux. Parce que, au fond, qu'est-ce qui reste si on laisse ça? C'est vrai, et en plus, nos politiques, ils l'ont complètement traduit. Plus rien comment pouvoir souffler dans une trompette quand on risque de transmettre le coronavirus par le souffle? La musique n'existe plus. Comment faire des salons du livre quand on risque de transmettre le virus en touchant un livre qu'il faudrait passer au gel hydroalcoolique après, et puis complètement démolir sur le plan de sa reliure? Enfin, les choses se délabrent, quoi. On enlève alors c'est sûr que les gens vont pas être morts. Enfin, c'est pas sûr, hein, parce que de toute façon, à un moment donné, on va l'être, avec ou sans coronavirus. Mais c'est sûr que en se reposant sur un environnement, mais vraiment extrêmement délabré, il n'y a plus de raison de communiquer, il n'y a plus de raison de continuer à vouloir construire quelque chose, si ce qui compte, c'est juste d'être chacun dans son coin et d'éviter de transmettre. Et alors, dans une société vieillissante comme la nôtre, qu'est-ce que c'est aussi que de donner la phobie de la transmission? Je ne sais pas si là, on réalise ce qu'on est en train de faire passer. Voilà. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup, toutes ces images qu'on lance à la face du monde. Voilà. Donc, cet isolement de chacun pour soi, mais pour les autres. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui se met en commun, hein, tout ça. Nous sommes à la fois chacun isolé, renvoyé à une responsabilité unique qui est de des fois qu'on pourrait transmettre, et en même temps extrêmement solidaire parce que justement, qu'il ne faut pas transmettre. Et pour moi, c'est tellement paradoxal que je me demande à un moment donné si on ne va pas se trouver en face de jeux relationnels pervers.
Le paradoxal, c'est intéressant à gérer, mais quand on a trop d'injonctions contradictoires, ça rend quand même un peu fou. Et j'ai très peur, mais ça c'est un problème personnel, j'en parlerai à mon cheval, mais je crains quand même que ça abîme les gens sur le plan psychologique et psychorelationnel. Oui, qu'il y ait beaucoup de dépression en ce moment, ça ne m'étonne moyen. Mais pour reprendre la pyramide de Maslow, moi je veux bien qu'on reprenne la pyramide de Maslow, Didier. Oui, alors, si tu veux, il y a quelque chose, on a évoqué, je vais la remettre, on a évoqué ce sujet ensemble et on ne peut pas aujourd'hui parler de ces essentiels tels qu'on l'évoque, de cette histoire de Covid, de ce que tu évoquais avec ces confinements, sans faire référence à ce qui s'est passé avec le sida. C'est-à-dire qu'il faut remettre en évidence, il faut revenir en arrière aux années 85, où il y a eu un grand tournant. Alors, quand je dis ça, il y en a qui sont au plafond, mais il faut savoir qu'avant l'arrivée du sida, les rapports dits non protégés, au plus vous donnez la chaude pisse, et le risque était de faire des bébés, c'est-à-dire donner la vie et créer la vie. Alors, on va me dire, ah oui, mais il y a des femmes qui ne voulaient pas forcément, il y avait des femmes qui mouraient en couche, etc., etc., etc. C'est ce qui est vrai. Mais le risque ou la chance fondamentale, c'était de faire des bébés. Le sida est arrivé et on a associé au rapport sexuel, à la rapport avec l'autre, avec la femme, entre l'homme et la femme, le risque de mort. C'est qu'on est passé de quelque chose qui était on va créer de la vie à on risque de donner la mort. Et donc, ça a amené à mettre une première couche qui était une couche de latex, à mettre en place de façon quasiment systématique et faire que les plus jeunes, donc ceux qui sont nés à partir des années, on va dire maintenant 75, 77, l'âge de Macron en fait, ils ont une vie avec le rapport à l'autre qui passait automatiquement par l'intermédiaire ou les premiers rapports, sauf s'ils étaient fous, par l'usage de latex. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi? Mais on a mis une membrane. Et cette membrane, elle a probablement eu quelque chose. Et puis, la vie s'est faite, ce sida s'est progressivement estompé, on a inventé les trithérapies, quadrithérapies, etc. Et on voit aujourd'hui des publicités dans la rue où on va nous expliquer qu'à partir du moment où on a une charge virale zéro, il n'y a plus de risque et qu'on peut vivre sans problème. Et qu'on peut avoir des rapports, etc. Et à la limite, demain, on est capable de nous expliquer que parce qu'on a une charge virale de zéro, on n'a plus besoin de préservatif. Ce qui est tout à fait dans la ligne de ce qui se passe. Et là, patatras, on a un deuxième truc qui arrive, cette pandémie, qui est une pandémie virale avec un virus qui arrive sans qu'on le voie et qui est non lié à un acte. C'est-à-dire que c'est le simple fait de respirer avec l'autre ou échanger, faire de la musique, chanter, qui fait qu'on risque de s'en contaminer. Et ce n'est plus l'acte lui-même, comme l'acte sexuel qui devient dangereux, c'est l'autre qui devient dangereux. Et on le voit très très bien. Dans la rue, si on se promène, si on marche et qu'on va croiser des personnes sans porter de masque, on voit aujourd'hui des personnes qui font des écarts, qui changent de trottoir. Et c'est tout juste demain si on ne se fait pas traiter de criminel parce qu'on se promène dans la rue sans masque. Ça, il faut le voir. Donc, il y a un rapport à l'autre qui a complètement changé. Et comme le dit Myriam dans cette pyramide, on a essayé de recoller un peu, si vous voulez, l'idée de cette pyramide. Alors, on ne l'aime pas trop parce que c'est un truc construit qui élimine quelque chose quand même qui a la notion de désir. La notion de désir, c'est quelque chose de fondamental. Là, ils font qu'empiler des besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de s'accomplir. Tout le monde n'a pas forcément envie de s'accomplir. Il y en a qui veulent rester à vivre simplement et rester à vivre au jour le jour. Donc, ce paramètre-là n'apparaît pas trop. Mais on a essayé de voir ce qui se passait par rapport aux essentiels. Et c'est un peu pour ça qu'on est là ensemble. Et bien naturellement, les besoins physiologiques, qui étaient les besoins de base, eh bien, on a l'impression que les besoins physiologiques ont été déjà limités par nos gouvernements. Parce que quoi qu'on en dise sur le plan physiologique, les cheveux poussent, les ongles poussent. Et ils poussent à leur rythme et de façon régulière. Et donc, les couper, sauf à vouloir absolument avoir des cheveux longs et se mettre dans certaines situations, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et essentiel pour certains.
Donc, c'est ça qui nous a amené un petit peu à réfléchir. Alors, je vais te repasser la parole, Myriam. Oui, mais je trouvais que tu étais bien parti. Oui, moi je trouve que ce qui est atteint dans la pyramide de Maslow, qui est la pyramide quand même de construction des besoins humains. Ah oui, alors d'abord, que parler des besoins initialement, ça me paraît pour le coup essentiel, parce que la première chose qu'on doit à des êtres humains, c'est vraiment la réponse à leurs besoins. C'est vrai que l'article d'où j'ai sorti le regard sur cette pyramide s'intitule Besoins, attentes, désirs, ce qui correspond tout à fait à notre situation d'aujourd'hui. Ce à quoi il faut répondre quand il s'agit de répondre à un être humain, c'est répondre à ses besoins. Et là, cette succession de besoins me semble bien répondre à l'exigence que est censé respecter un système qui s'occupe de citoyens dont il veut maintenir la qualité de vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dès ce niveau-là, qui ne sont que des besoins, on peut se poser la question, est-ce que ce qu'on a décidé être essentiel, c'est-à-dire la réponse à un besoin, est-ce que ce qu'on a décidé, c'est vraiment répondre aux besoins essentiels des personnes qui constituent notre société? Après cette pyramide de besoins, il y a ce qu'on va entendre, ce que vont entendre nos politiques, il y a les attentes. C'est-à-dire que ces besoins sont interprétés par des personnes qui ont une attente par rapport aux réponses qu'on leur doit. Et l'attente, elle est toujours ambivalente parce qu'elle joue non seulement sur j'ai besoin d'un minimum de sécurité, mais elle est toujours en interaction avec la notion de désir. Et autant je suis en face d'interlocuteurs qui sont mes interlocuteurs parce qu'ils sont en attente, ils sont venus me demander quelque chose, autant je suis dans l'obligation de répondre à leurs besoins ou de m'arranger pour qu'on réponde à leurs besoins, que leurs besoins soient garantis, soient remplis, autant je n'ai pas de rôle à jouer dans la réponse à leurs désirs. Leur désir, j'ai seulement à l'attendre. Et là, j'ai l'impression que le risque, avant d'aborder Maslow, j'ai l'impression qu'un des risques de notre situation d'aujourd'hui, alors, ce n'est pas le virage 85, je ne donnerai pas de date, mais on a un virage de la consommation. Et ça fait un moment qu'on a tenu les gens éloignés de leurs désirs et qu'on a confondu, on a confondu pour les personnes, pour nos populations, le désir avec comment dirais-je, pas le plaisir, le terme, je ne vais pas l'avoir, c'est celui d'avoir, c'est-à-dire on a transformé tous les objets de consommation en objets le désir est confondu avec le pouvoir de consommation. Donc le risque, effectivement, dans une société qui va être contrainte sur une mise d'interprétation de ses besoins, très habitués à exprimer ses attentes et confondant le désir avec le plaisir immédiat ou avec la consommation, je sais pas, j'ai pas de mot équivalent là, si quelqu'un est là dans le groupe, ça serait bien. Dominique, tu n'as pas d'idée? La convoitise. On confond, voilà, je crois qu'il y a, il y a un mélange dans la tête de nous, être de la post-modernité, entre désirer et convoiter. C'est-à-dire que convoiter, c'est vouloir avoir. Et désirer, c'est avoir un moteur qui fait que si jamais
j'atteins l'objet de mon désir, j'ai plus de désir, donc j'ai plus de moteur. Donc finalement, le désir, c'est une façon de fonctionner, mais c'est pas quelque chose à avoir. Tandis que la convoitise, c'est quelque chose qu'on a à avoir. Et ça fait longtemps que la publicité, que les exercices de commercialisation ont joué sur le désir pour le faire basculer dans la case convoitise et pour en faire quelque chose qui effectivement s'acquiert. Et comme ils savent qu'ils jouent sur le désir, une fois que c'est acquis, ils savent qu'il y aura un autre désir, c'est-à-dire une autre convoitise, et c'est la machine à faire tourner le système commercial. Seulement là, on va être sacrément piégé, puisque à besoin non rempli, ça va être notre travail sur la pyramide de Maslow, à besoin non rempli, il va y avoir bien entendu des réactions qui vont être des réactions d'attente, mais qui vont jouer à la fois sur la case besoin non rempli, attente, désir non comblé, et désir non comblé considéré dans la case ayant glissé ou s'étant détérioré dans la case convoitise. Donc, je pense que ça peut craquer. Je pense qu'un système social travaillé comme ça, mais sur la durée, hein, ce n'est pas la faute à ceux d'aujourd'hui, risque vraiment, vraiment d'exploser. Il risque d'autant plus que je pense que les cases besoins sont pas entendues, et là je reprends ce que tu disais Didier, et puis là je crois que tu vas être très bon là-dessus, on joue trop uniquement sur le besoin le besoin de survivre physiquement, et comme si le besoin de physique, corporel, comme s'il suffisait, je dirais, de ne pas être mort pour être vivant, ou d'être vivant pour exister. C'est extrêmement court. Bon, je vois les gymnastiques qu'on fait dans les maisons de retraite et comment on compte les décès par Covid, alors que mes collègues me disent en toute bonne foi, avec ou sans Covid, ils seraient morts quand même à une semaine près. Donc, on axe sur le quantifiable à un point tel que c'est illusoire. On n'est pas dans le besoin physique vraiment. Et puis après, on va passer au-dessus, le besoin de sécurité. J'entre dans des institutions où les personnes âgées sont confinées dans leur chambre, avec des soignants qui passent comme ils peuvent passer, c'est-à-dire pas tout le temps, dans les chambres de gens qui ne sont pas capables de donner l'alerte à distance. Moi, je veux bien, ils sont certainement à l'abri du Covid, mais ce sont des gens, s'ils sont mal, ils ne peuvent pas appeler, ils ne peuvent pas appuyer sur la sonnette. Moi, je ne suis pas sûre que le besoin de sécurité soit complètement respecté. Le besoin de sécurité Covid, oui, mais le besoin de sécurité vraiment des personnes. Et alors, le besoin d'appartenance, les gens n'ont plus de visite des familles, c'est extrêmement comptabilisé, c'est 1 heure ou 2, c'est pas dans la chambre, c'est dans une salle qu'on appelle, c'est pas le réfectoire, comment on appelait ça quand on était pensionnaire? Le parloir. C'est la Le parloir. Voilà, où tout est désinfecté avant, après, etc. Et où on est plusieurs. Et moi, hier, j'étais très touchée parce que j'étais voir une vieille dame, mais comme j'avais un examen médical à faire, moi, j'ai eu le droit d'entrer dans un endroit où j'étais tranquille après, mais j'ai partagé le parloir avec une fille qui expliquait très fort à une vieille dame très sourde et puis très, très, très perdue, visiblement, vu ses réactions, qu'aujourd'hui, elle avait acheté du poisson, qu'elle allait faire du poisson parce que c'était vendredi. Bon, c'est bien, elle l'a aidé, mais on n'a pas besoin des familles qui ont fait entrer leurs parents au mois de mars dans les institutions juste avant le confinement me disent que jamais elles ne sont entrées dans la chambre de leurs parents. Elles n'imaginent pas la chambre dans laquelle est installé leurs parents, leur maman ou leur papa. Et alors qu'on a fait énormément d'efforts pendant des années pour expliquer
aux professionnels des institutions combien il était important pour pas que la personne quitte complètement son paysage et se sente dénudée, hein, au sens de Goffman, là, par rapport au processus de dépersonnalisation dans l'entrée en institution, qu'elle entre avec son dessus de lit, des photos, etc. Rien n'a pu être fait dans ces chambres-là depuis le mois de mars. C'est douloureux pour les familles. Et c'est alors pour les personnes âgées qui sont entrées dans ces institutions, dans ces conditions, c'est complètement déboussolant. Et après, on me dit, ah, il s'est dégradé. Bah, ouais, il est un peu fatigué sans doute, mais il n'a pas eu beaucoup de repères. Hein. Donc, le sentiment d'appartenance et le besoin de reconnaissance, les professionnels d'animation, les kinésithérapeutes, les orthophonistes ont pour ainsi dire été éliminés de l'organigramme des des EHPAD à partir du moment où il y a eu l'épidémie Covid. Alors, pour le besoin de s'accomplir, les vieux monsieur et les vieilles dames qui ont du mal à entendre, à voir, qui ne peuvent plus tricoter, elles n'ont plus aucune occupation. Voilà. Donc, c'est terrible. Et pour les personnels qui ont essayé de répondre à ces besoins dans les conditions où c'était proposé, c'est un véritable défi et c'est épuisant, littéralement épuisant. Et je crois qu'en petit, la population vit ça dans son environnement commun. Voilà. Je crois. Hein. Je ne crois pas que être vieux soit une situation exceptionnelle. C'est juste un bout de l'existence. Et que là, s'illustre ce que vivent les gens confinés dans leur domicile, à ne pas pouvoir, les maîtresses de maison, même pas pouvoir à un moment donné se dire ce soir, je ne prépare pas un repas et on va sortir au restaurant et je vais être servi. Il faut encore sortir, mettre le masque, remplir sa petite attestation, aller chercher une pizza et organiser encore le repas à la maison. Ça fait maintenant plus de 6 mois que dans des appartements, T2, T3, des femmes, des personnes vivent ça quasiment non-stop, sans interruption. C'est une super contrainte. Je ne vois pas où est le besoin d'appartenance et le besoin de reconnaissance. Je ne suis pas sûre que ça marche. Il n'y a plus le temps de s'accomplir, plus le temps d'aller pas le moyen d'aller chez le coiffeur, pas possibilité d'acheter justement les petites choses futiles qui font qu'à un moment donné, on décroche d'un réel un peu lourd. Donc, je ne sais pas comment font les gens. Voilà. Merci pour votre témoignage. Je vous propose à tous les deux. Je voudrais rajouter quelque chose qui n'a pas été. Ensuite, on ouvrira la. Oui, avant. Parce que si tu veux, dans ce qu'a dit et ce que nous avons travaillé, il y a un point quand même qui n'a pas encore été évoqué, qui est celui du rapport du réel et du virtuel. Parce que il y a dans cette histoire-là, le mot, je crois que c'était l'envie, peut-être tout à l'heure, que oui. c'était plutôt l'envie qui quand même est classée dans les 7 péchés capitaux. Ça, il faut l'avoir en tête. Et puis tout à l'heure, tu nous parlais d'illusion. Et quand on regarde cette pyramide, les besoins physiologiques sont des besoins qui ont la particularité quand même d'être peu falsifiables. Un besoin, dire quand on a besoin de manger, on a besoin de manger. On mange quelque chose. Si on vous dit vous allez vous nourrir de pain béni ou d'une hostie et d'eau, ou d'un peu de vin de messe, je ne suis pas sûr qu'on ait de quoi se sustenter. Ça y est, on sait que Marthe Robin, c'était du vieux, c'était pas vrai. Voilà. On le sait maintenant. Voilà. Donc, si tu veux, voilà ce qu'il en est. On sait aussi que si on n'a pas la possibilité de se laver, eh bien, très vite, on va avoir des poux, on va avoir la gale, on va avoir tout un tas de choses, tout un tas de maladies qui vont se développer. On sait aussi que si on n'est pas capable d'avoir des vêtements, eh bien, on va avoir froid. Surtout parce que l'homme est un singe nu.
Et le singe nu, c'est quand même un singe qui a froid quand il fait froid et qui peut peut-être arriver un peu à se protéger l'été, mais encore, il faut qu'il se cache. Donc, les besoins du premier niveau ne sont pas falsifiables ou très peu. Et puis, plus on va monter dans cette pyramide, eh bien, plus ces besoins risquent d'être falsifiables. C'est-à-dire que aussi bien le besoin de sécurité, le besoin de sécurité, c'est en fait pas tomber, pas se faire mal, pouvoir continuer à vivre. Mais on peut aussi vous vendre un besoin de sécurité virtuelle. On peut vous commencer à falsifier là, vous dire ah là là, votre besoin physiologique de base est satisfait, mais la sécurité, y avez-vous pensé? Et là commence à apparaître le marché, un marché autre, qui est un marché qui dépasse le marché de l'alimentaire et qui fait les bénéfices de tout un ensemble d'entreprises qui passent leur temps à vous vendre tout un tas de produits qui ne vous servent pas à grand-chose et qui ne sont pas forcément dans l'essentiel. Mais là, on nous a vendu de la sécurité. On vous vend de la sécurité en permanence, en vous disant le masque Tartampion, etc. Et puis progressivement, le besoin d'appartenance aussi, il se virtualise. Et toute la partie du haut, en fait, peut exister de façon réelle et matérielle dans le rapport à l'autre, réel, c'est-à-dire que j'ai la personne en face de moi, je suis capable d'interagir, je suis capable de l'aider, je suis capable de, si je ne m'entends pas bien avec elle, de me battre avec elle, dans le réel. Je suis capable de faire des choses. Mais on peut aussi tout virtualiser et vous mettre dans une situation où finalement on appartient à des groupes, on ne sait pas trop, des groupes Facebook. Les gens ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais vus, mais on est dans le cognitif. Le besoin d'estime, on va l'avoir avec ça. Hein, voilà, le petit symbole. Donc, comment faire pour avoir de l'estime avec... Voilà. Et le besoin de s'accomplir, pareil, là aussi, on le virtualise. C'est-à-dire que quelque part, on va aller dire ah là là, vous vous êtes accompli parce que vous appartenez à tel groupe, vous avez tant de followers, et voilà, il a eu tant de milliers de gens ou tant de centaines de milliers, c'est quelqu'un de connu, il s'est accompli, etc. Et c'est un leader d'opinion ou patati patata. Sauf qu'il peut disparaître du jour au lendemain à partir du moment où on le déconnecte. Et donc, il y a cette chose qui se développe, qui est, je crois qu'on n'en avait pas assez parlé ensemble, Myriam, qui est de cette notion du quelque chose qui est du vrai, du réel, qui touche à la liberté. Parce que là aussi, la liberté, là, l'accès au réel, c'est la liberté, c'est pouvoir toucher, sentir soi-même, accéder, faire les choses. Et puis, il y a quelque chose qui est une sorte d'usurpation. Et c'est là où on se pose une grande question sur la grande manipulation et sur ce qui est très problématique. C'est qu'on a l'impression que celles et ceux qui nous vendent les parties hautes de cette pyramide, on va parler des GAFA, on va parler de tout un tas de gens qui sont des vendeurs de moyens, en fait, font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'accéder au réel et nous empêcher ou considérer que nos besoins physiologiques, ils n'ont pas lieu d'être. Et la notion de l'essentiel, on va la retrouver là aussi. On s'en occupe. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on s'en occupe pour vous. Ouais. Là, vous n'avez pas à faire, on s'en occupe pour vous. Restez chez vous, restez confinés, ne faites rien. Et là aussi, on va voir avec les besoins essentiels, et c'est un point qui pour moi est très délicat, très, très, très délicat, et qui va toucher un sujet qui est un sujet fondamental dans le rapport à l'autre, c'est celui du revenu universel d'existence. Parce que dans ce contexte-là, le revenu universel d'existence, c'est un revenu qu'on t'attribue indépendamment de la relation à l'autre. C'est le revenu qu'on va te donner pour pouvoir acheter, pour pouvoir t'intégrer dans ce truc. Et qui élimine totalement le rapport. Finalement, la transaction humaine, l'argent, moi j'ai toujours appris que l'argent et l'aspect économique, c'était le moyen, la fonction de l'argent, la fonction de l'économie, fonction économique, c'est le moyen de s'acquitter de la dette morale. La dette morale, j'ai fait quelque chose, tu m'as aidé, il y a eu cette entraide, je ne peux pas te le rendre comme ça, je passe par un média, je passe par un outil, un moyen qui est l'argent. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que finalement, tu veux avoir de l'argent pour acheter, pour faire des choses, mais finalement, tu n'as plus besoin d'entraider l'autre. Tu n'as plus besoin d'être avec lui. Tu peux exister simplement par toi-même en tant qu'individu. Et donc, il y a une dimension symbolique sur ce truc-là qui, moi, me met
comment dire, qui me met pas mal à l'aise parce que ça me permet d'être, je suis un peu disruptif parce que c'est quelque chose qui est extrêmement porté. Même le pape aujourd'hui porte le revenu, Ouais. le revenu minimal d'existence, mais le travail pour tous, la partie sociale, l'existence de l'être par rapport à ses collègues, tout ça, plus personne n'en parle, même à la limite. Donc il y a quelque chose qui est dans ces essentiels qui fait que ce dont on a l'impression, c'est que finalement, même l'humain n'est plus essentiel dans le système. Voilà. Merci pour vos interventions. Marie Estripo a demandé la parole. Oui, rebonjour et merci à vous deux pour ces interventions. Alors, je vais peut-être un peu revenir en arrière sur ce qui vient de se dire, mais je pense que c'est à vous qu'on peut le demander. Est-ce que je vais vous poser une question sur les chiffres et les chiffres qu'on nous balance à longueur de temps. Il y a quand même quelque chose qui est curieux, parce qu'on ne cesse de nous balancer des chiffres de temps d'hospitalisés, tant de malades en réanimation, etc. Alors, il y a eu une séquence très intéressante avant que Macron ne détermine la date du 15 pour assouplir les mesures et patati patala. Ça a dû être un mercredi, je crois. Et le lundi, c'est-à-dire 2 jours avant, il y avait presque un consensus pour dire que la vague de l'épidémie va atteindre son pic cette semaine, ça va être terrible, etc. Comme par hasard, pouf, 2 jours plus tard, ça commençait à descendre. Les chiffres commençaient à descendre, on commençait à voir 2 de moins qu'hier, 10 de moins, etc., etc. En plus, ces chiffres, ils ne sont absolument pas mis en cohérence. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment à quoi ça renvoie. Et qu'en même temps, le nombre de gens qui sont hospitalisés, on ne sait pas pourquoi ils sont, c'est-à-dire, on suppose qu'ils le sont pour le Covid, mais on sait très bien que beaucoup d'entre eux repartiront le jour même, parce qu'en fait, on n'ignore pas non plus qu'il y a une panique terrible chez les gens et qu'ils viennent, dès qu'ils commencent à tousser, hop, ils vont à l'hosto, ou qu'il y a des gens qui se font tester 3 fois par semaine. Enfin bon, que c'est une panique justement causée par ces chiffres. Et alors, est-ce que vous avez des lumières là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Enfin, on se doute bien que ces chiffres, ce n'est pas là pour nous rassurer. Ça, c'est clair que ce n'est pas fait pour. Mais bon, est-ce que vous avez des informations sur la manipulation de ces chiffres, sur comment ça se... Voilà. Et est-ce que vous avez une explication qui nous aiderait à les mettre en cohérence? Là, je m'aventure parce que quand j'emploie le mot cohérence, c'est déjà beaucoup. Oui, vous en demandez beaucoup, là. Oui. Ben, Didier, Myriam, vous souhaitez répondre? Bon, je pense que là, les 2 garçons, Dominique et Didier, vous êtes mieux placés que moi, hein. Moi, je vais critiquer. Je vais dire qu'aujourd'hui, on passe notre temps à compter et que quand on compte, on ne connaît que ce qu'on compte. Reste à savoir comment sont triées effectivement les observations comptées. Je trouve que la question de Marie est extrêmement pertinente. Voilà. Alors, Didier, est-ce que tu as une idée pour faire le tri? Moi, je connais mes petits camarades épidémiologistes. Je sais qu'il y a plein de postes de gens qui se sont mis à compter. Je sais qu'ils comptent au bout de dossiers qui leur sont envoyés. Je ne sais pas ce qui leur est envoyé comme dossier. Il faut une surveillance de toute façon. On est obligé de surveiller à cause de la disponibilité des lits de réanimation. C'est ça qui nous oblige à compter. On a des moyens limités. Et ce que les planificateurs des moyens ont besoin de savoir, c'est est-ce qu'ils risquent d'être débordés? Est-ce qu'ils doivent développer des moyens supplémentaires? En fait, c'est ça. À ce niveau-là, le besoin, il est réel. Hein? Mais après, comment se font les comptes? Je ne sais pas, parce que c'est très difficile de compter de la même façon à travers toute la France, par exemple. On peut imaginer. Voilà. Donc, Didier, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai très peur d'en dire. J'ai vraiment très peur parce que… Je ne dirais pas plus que ça. Hein, sur ces chiffres, on a… Moi, ce qui m'a frappé dans les chiffres, au niveau des admissions dans les chiffres du CHU, c'était que là où il y avait le plus d'entrées, c'était en pédiatrie. Voilà.
Oui. Ça disparaissait très vite, les gens rentraient, sortaient, ça correspondait à peu près à ce que disait Marie, c'est-à-dire que les parents étaient extrêmement anxieux. Dès qu'il y avait le gamin qui commençait à tousser, moucher, etc., ils l'amenaient pour se faire faire, comment dire, un test. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a aussi un aspect qui est de quelque chose qui a été extrêmement critiqué, qui est celui de la tarification à l'activité, puisque quand quelqu'un passe aux urgences publiques, pour les hôpitaux publics, c'est absolument pas neutre. C'est-à-dire qu'ils émargent de façon relativement importante en termes de budget. C'est-à-dire que le plus il y aura de passages aux urgences, et d'ailleurs c'est une ambivalence terrible, hein, on nous explique que les urgences sont complètement débordées, ceci, cela, mais économiquement, la directeur des hôpitaux, eux, ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui passent aux urgences. Et que ça soit, comment dire, quelque chose qui soit compliqué, long, et même à la limite, plus on en dira que c'est compliqué et difficile dans les médias, eh bien plus il y aura de gens qui iront aux urgences et plus ils pourront demander des moyens. Donc on est dans un truc qui est extrêmement pervers, qui fait que là où on allait il y a 20 ans ou 30 ans, on allait voir son médecin traitant parce qu'on s'était fait une petite blessure, on mettait un stéristrip, on faisait un point. Aujourd'hui, pour faire un point, eh bien, il faut aller aux urgences. Il y a 20 ans, c'était impensable, ou 30 ans. Et ça coûtait que dalle. Le docteur, il vous disait, il y avait le pharmacien avait le fil, il vendait le fil parce que ce n'était pas pris dans le prix de l'acte qui était au ras des pâquerettes, hein. On était payé, il n'y avait pas d'acte spécifique pour les urgences, donc c'était une consultation normale. Et le médecin, à l'époque, donc il fournissait pas le matos et il donnait l'ordonnance, acheter compresse, acheter fil, acheter ceci, acheter cela. Et puis, il avançait le fil parce qu'il en avait toujours un peu chez lui et il demandait au patient de ramener le fil qui servait à faire la suture une fois qu'il avait suturé. Et le patient ramenait a posteriori les compresses, le machin, l'alcool et tout ça. Et là, on n'est plus du tout dans ce cas-là, qui était très artisanal. On est dans un système avec des procédures, des gens, on vous fait rentrer, on vous fait attendre, il faut passer par un comptoir, on va faire un truc, vous allez avoir une fiche, vous allez avoir un suivi, un compte-rendu, etc., 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 mais pour le même service. Et le prix n'aura rien à voir. C'est que là où on donnait 23 ou 25 euros pour le médecin traitant, eh bien, on va encaisser, on va faire encaisser par un dispositif public ou budgété, hein, parce qu'on ne va pas parler des budgets qui vont dépasser des centaines d'euros. Donc c'est quelque chose qui est quand même très problématique sur les chiffres parce qu'il y a des choses perverses à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que le prix de la journée d'hospitalisation, le tarif, en groupe homogène de séjour n'est pas du tout le même. Vous avez une vieille dame ou un vieux monsieur qui arrive à 70, 75 ans, qui se fait une fracture du col ou qui a une suspicion de ceci ou de cela. S'il a le Covid, ça coûte, c'est jackpot. On passe de 600 ou 1000 euros la journée à 4000. Et ça coûte, c'est-à-dire que ça revient à l'hôpital. Oui, c'est l'établissement qui encaisse. En public, en privé, il encaisse beaucoup moins parce qu'il y a les tarifications. Alors, c'est ça qui est toujours… Tu vois, moi, j'ai toujours comment dire, et connaissant les deux facettes, à la fois le milieu public et le milieu libéral, si tu veux, j'ai toujours eu une vision assez ambivalente, assez complexe. La grosse différence, si tu veux, qu'il y a entre le public et le milieu du privé dans les cliniques, c'est que d'un côté, les médecins sont salariés des établissements dans le public ou dans les hôpitaux de service public, et de l'autre côté, les médecins ne sont pas salariés, donc ils prennent leurs honoraires et qui sont conventionnés, très souvent, sauf certaines personnes qui ont des honoraires qui sont avec des tarifs secteur libre ou secteur 2 ou autre. Et avec là aussi des choses très compliquées. Donc voilà, pour les chiffres, je pense qu'il y a des biais de partout. Il y a des biais de partout parce qu'il y a des intérêts qui sont à la fois les intérêts économiques de terrain, ce que je disais donc sur les urgences, sur les hospitalisations, mais aussi l'intérêt politique. L'État n'a jamais tort. Ça, c'est une règle générale. En vieillissant, j'ai appris ça, c'est que l'État a toujours raison, et quand l'État a toujours raison, quand l'État a tort, il a toujours raison, et qu'il ne perdra jamais la face. Ça, c'est une règle. Donc, de cette façon-là, si tu veux, les chiffres diront ce qu'on leur dit de dire. Alors, si je peux me permettre de compléter un petit peu ce qui vient d'être dit. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'épidémiologie. J'ai travaillé dans un institut de santé publique
J'en connais évidemment le fonctionnement, je connais aussi les démarches scientifiques de la santé publique. Moi, ce qui m'a le plus marqué, et que j'ai dénoncé, y compris en conseil d'administration ou en comité de direction de l'institut où j'ai travaillé, il n'y a pas si longtemps que ça, en plein confinement, hein, et qui m'a frappé, c'était la manière dont les chiffres, justement, étaient donnés au plan national et ou répercutés dans la presse. Je le dis, ça a été un véritable scandale. C'est totalement hallucinant, surtout quand on travaille dans un secteur de santé publique. Les chiffres ont toujours été évoqués de manière, comment on appelle ça, de manière littérale, si vous voulez, et jamais rapportés aux populations concernées. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que dans la dernière période qu'on a vu apparaître des comparaisons en pourcentage qui faisaient la différence, par exemple, entre le nombre de morts rapportés à la population française, le nombre de morts rapportés à la population américaine ou anglaise, etc. Et je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs de tout ça, hein, la façon dont les choses ont été dites. Alors, ce sur quoi on peut réfléchir. Alors d'abord, moi je trouve ça lamentable parce que c'est prendre les gens pour des idiots, mais ça avait peut-être une fonction, c'est d'alimenter la peur au travers, je dirais, de l'annonce de ces chiffres, d'alimenter la peur pour justifier les décisions politiques qui étaient prises ou les indécisions politiques qui étaient pas prises, hein, ça marche dans les deux sens, et pour obliger les gens à accepter ce que tu disais à ta manière, hein, Didier, c'est-à-dire que l'État a toujours raison. Et donc, il faut créer les conditions pour que la population, qui de toute façon ne réfléchit pas, accepte évidemment d'obéir aux injonctions qui lui sont faites. Voilà, moi, ce que j'ai à dire sur les chiffres. Je ne crois pas que les chiffres en eux-mêmes ont été faussés, pas du tout. Hein. C'est pas la question on nous aurait balancé des faux chiffres. Bien entendu qu'il y a une partie d'incertitude. Par exemple, on a eu des témoignages réels, cela, où on a vu, par exemple, des personnes qui ont été, comment dire, qui sont, vous savez, les chiffres, il faut expliquer aussi comment ils sont collectés, hein, du point de vue pour l'élaboration des statistiques. Les chiffres sont remontés par les municipalités. C'est-à-dire que c'est les lieux où les décès sont déclarés, si vous voulez, qui remontent ensuite les éléments à l'INSEE. Hein, donc, vous voyez, il y a des procédures très, très précises qui permettent de remonter les déclarations de décès et les motifs de décès. Mais c'est vrai que dans la déclaration des motifs de décès, par exemple, il y a des personnes qui avaient une pathologie lourde, par exemple respiratoire ou cancer terminal, etc., qui ont été effectivement plutôt ventilés comme motif de décès. On n'a pas parlé de leur pathologie lourde, on a parlé du Covid, qui évidemment, souvent, a aggravé effectivement leur pathologie, les a conduits à la mort. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux dire sur les chiffres. Hein. Je veux dire, je ne mets pas en doute, si vous voulez, la crédibilité des chiffres annoncés. Par contre, la présentation qui en a été faite, la manière dont ils ont été donnés à lire, à écouter, à entendre dans les médias et par les décideurs, elle était éminemment contestable et mérite évidemment toute la critique nécessaire sur l'objectif qu'il y avait derrière, je dirais, qui était lié, je dirais, au problème de conduite politique dans cette période. Voilà. Marie, donc si tu veux intervenir, parce que tu avais demandé la parole. Oui, j'avais demandé la parole. Donc, pour donner un cas tout à fait récent, Giscard d'Estaing, par exemple, dont on nous dit qu'il est mort du Covid, en fait, il a été hospitalisé plusieurs fois depuis le mois de juin, il était très malade par ailleurs. Donc, mais pof, on dit qu'il est mort du Covid. Bon, c'est un détail. Qu'est-ce que vous pensez, parce que je discute beaucoup avec Michel Pouillot, qui est en bon géographe, il ne cesse de me dire, moi je me tiens aux chiffres, et les chiffres, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Enfin, il est arrivé quand même à avoir des pourcentages de décès sur les autres années par l'INSEE, et il m'a montré la feuille d'ailleurs, et en fait, il apparaît que substantiellement, il n'y a pas beaucoup plus de décès depuis le début de ces événements sanitaires qu'il y en a normalement dans les autres années. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors là, ça alimente un de mes chevaux de bataille, qui sont ceux de l'escroquerie intellectuelle qu'il y a quand on parle d'espérance de vie et de mortalité. Ce qui m'a frappé et ce qui fait des fois que je m'entends bien hein, avec vous et avec Dominique, bien que je ne sois pas communiste. Et je suis plutôt libéral. Mais libéral au sens du libéralisme qui ne peut fonctionner que s'il est vertueux. Tu es marxiste, toi. Non, je ne suis pas marxiste. Sans le savoir. Marxiste libéral. Non, mais alors, on peut toujours dire tout ce qu'on veut. Pas moi, on Mais est grosso modo, l'idée globale, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on parle de nombre de la mortalité liée au travail posté. Les 3-8. On va nous expliquer, et que notamment aussi pour les ouvriers, que l'espérance de vie des ouvriers, elle est réduite par rapport à la population normale alors ça varie, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 7 ans d'espérance de moins, en fonction des chiffres, en fonction des syndicats qui les portent. Si vous transposez cette baisse d'espérance de vie en mortalité imputable, alors on peut calculer ça, c'est une intégrale en fait. Vous prenez une pyramide des âges, vous prenez la CSP, vous faites un petit calcul, une sorte de règle de 3. Quand on le fait de façon à peu près, je veux dire, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, je ne suis pas un matheux, mais je fais ça grosso modo comme on ferait en CM2 ou au collège, mais on arrive à 70 000 morts par an. Voilà. Et le travail posté tue 70 000 personnes par an, et qui sont des gens qui sont des travailleurs, à qui on impose des rythmes qui sont des rythmes variables, on fait travailler la nuit, enfin on les exploite, au motif que la société doit fonctionner en continu, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément et qui me choque profondément. 70 000 morts par an, c'est beaucoup plus que la première vague du Covid, 2 fois plus. Et ça, personne n'en parle. On nous parle par contre des 200 ou 300 morts économisés en ayant passé la vitesse de 90 morts, de 90 km/h à 80 km/h. Ça fait que dalle en espérance de vie. 0 ou presque. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Les morts comme Giscard et autres, hein, vous savez que quand on rentre en EHPAD, alors Myriam me dira que peut-être si je dis des bêtises, mais l'espérance de vie moyenne quand on rentre en EHPAD, hein, elle est, je crois que c'est entre le premier décile, les premiers gens qui meurent, elle est dans les 5 mois, Oui, et puis le dernier décile, il est entre 4 ans. oui. Donc on est avec une moyenne de l'ordre de 20 mois. Donc quelqu'un qui va décéder en EHPAD va avoir une perte d'espérance de vie, et très souvent d'ailleurs, quand on rentre en EHPAD, on est dans le très grand âge, et on a déjà dépassé l'espérance de vie moyenne à la naissance. D'accord ? Donc l'impact en termes d'espérance de vie en population de la mortalité liée à cette maladie, il est quasiment nul. Et donc c'est ce cas qui permet de comprendre que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, ça ne change rien. Puisque le nombre des gens qui meurent dans l'année, en fait, ils étaient grosso modo peut-être à 80-90% ou 85%, ils devaient mourir dans l'année. Oui. Voilà, c'est ça qui est une horreur en fait. Hein. Et on est en train de foutre en l'air avec ça fait partie des choses qui font que d'abord je vous remercie de nous écouter et de ne pas nous vilipender sur ce sujet-là, parce que c'est l'horreur. Aujourd'hui, quand vous dites ça, on pourrait aller au bûcher il y a quelques siècles, parce qu'on n'est pas dans la pensée moyenne. Dire ça, c'est pas acceptable. Et donc dire qu'on va encore plus faire souffrir des gens qui étaient en travail posté, qui étaient les gens qui étaient, parce que c'est eux qui vont payer tout ça. C'est impensable. C'est impensable. Mais ça existe. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un souhaite engager ou poursuivre la discussion? On a dépassé un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Le temps qu'on s'était imparti, c'est pas grave. Ça va retarder un petit peu la fin de nos travaux, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, donner son avis, hein? Vincent, je t'ai pas entendu sur ce terrain-là, mais
tu n'es pas obligé de parler. Sophie, par exemple, j'aimerais bien aussi avoir un petit commentaire. Mais sur ce sujet, en fait, c'est le sujet que j'ai évoqué avec ma sœur. On a parlé de la pyramide de Maslow, justement, sur les besoins. On a fait des études un peu économiques, nous, et c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on s'est posé comme question avec les besoins, et quand ils ont parlé des besoins, ce qui était Essentiel. nécessaire ou pas. Et ce sujet-là, on l'a beaucoup, enfin, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, donc ça me permet aussi de recroiser avec ce que vous avez dit, et ça m'apporte, du coup, parce que c'est... D'ailleurs, je suis toujours ravie de venir à ces conférences Espace Mars. En général, je viens toujours le dernier jour. Mais ça nous fait grandir et évoluer. Donc, je vous remercie beaucoup de tout cet apport, en fait. Vraiment, parce que cette question des besoins... Et alors, sur le Covid, là, je suis pas du tout dans le milieu médical. Donc là, ça me dépasse un peu. Mais par contre, ces chiffres qui nous est donné, qui est source, qui est anxiogène, hein, tous les jours, on a des chiffres qui tombent et qui retombent. Après, moi, personnellement, dans ma vie, toute ma famille quasiment a eu le Covid. Hein, donc, on a été, mais dès le début, donc on ne se rendait pas compte, en fait. Donc, on le sait aujourd'hui que, enfin, moi, je ne l'ai pas eu, mais ma famille à Paris, ils l'ont quasi tout eu, ma mère aussi. Mais du coup, je l'ai vécu un peu en faisant très attention à la transmission au départ. Aujourd'hui, on le vit avec un peu de recul parce qu'on a plus de données et tout ça. Mais j'ai toujours cette histoire de chiffres qui tombent. Et quels sont ces chiffres? De quoi parle-t-on? On a beaucoup d'incompréhension au quotidien. Alors moi, je travaille à l'université, donc alors on est un peu, on nous dit attention, venez pas au travail, on est en télétravail toute la journée, donc on est très recroquevillé sur le quotidien. On a besoin d'échanger, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on échange plus encore avec la population sur toutes les données qu'on a et de quoi parle-t-on. Donc peut-être en tant que médecin aussi, vous avez plus d'informations et de recul, donc c'est bien aussi d'en parler autour de nous, enfin, tout ce que vous avez comme information et tout ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui, on a toujours les chiffres. Est-ce qu'on a gagné ou on a perdu? Voilà, c'est tout le temps ça qui retombe tous les jours. Je vous remercie beaucoup sur tout ça. Gérald, est-ce que tu souhaites apporter un commentaire éventuel? Non, parce que j'ai pris la conversation beaucoup trop en retard pour que ce soit honnête que j'ai un commentaire à faire. Je te remercie, Dominique. Ah, pas de souci. Vincent, à moins que tu sois parti prendre le thé. Non, moi, j'aurais plutôt envie de me taire ou de me terrer, mais ce que je sais, c'est que le dernier décès que j'ai appris, c'est celui de ma belle-mère de 103 ans. Elle est morte du Covid. Bon, d'accord, elle était très vieille, mais elle est morte du Covid. Elle n'est pas morte d'autre chose. Évidemment, elle en a été victime parce qu'elle est, comment dire, son état, non pas son état de santé, sa fragilité. Fragilité, oui. A entraîné qu'elle en est morte après s'être d'ailleurs vaillamment battue pendant plusieurs jours. Mais elle avait absolument aucun signe indiquant qu'elle allait vers la mort dans les mois qui ont précédé, et elle ne s'est pas plainte de, comment dirais-je, d'isolement et tout ça. Elle était en EHPAD. Bon, je crois quand même que l'intérêt, me semble-t-il, de la situation telle qu'elle était, c'est qu'elle n'a pas entraîné de la part d'un système politique qui, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'avait pas le même discours et en avait tenté un autre. Ce système politique n'a pas été amené à dire que les vieux crèvent, même s'il y avait des pressions économiques énormes. Et je pense qu'ils n'ont pas été amenés à dire que les vieux crèvent, c'est pas grave, il faut vivre, parce que la situation était telle et la part de population âgée dans l'ensemble de la population était telle, les liens de génération étaient beaucoup plus tissés et tissus par définition qu'il y a 30 ans ou 40 ans, compte tenu de l'espérance de vie, et ils n'ont pas pu faire ça. Alors ensuite, bien sûr, on peut faire le constat de quoi? Des ravages causés par cette épidémie, pandémie, contre laquelle il faut combattre. Mais ces ravages, effectivement, sont des ravages qui entraînent d'autres ravages que ceux de la pandémie elle-même.
Ceci étant dit, moi je crois que pour militer dans de bonnes conditions, il faut éviter d'attraper le Covid. Sinon, on aurait fait, comment dirais-je, on aurait fait des rencontres marxistes en loose day, pour employer un terme qui ne s'emploie pas tellement dans le marxisme, mais on aurait fait donc des rencontres en loose day et en présentiel, comme on dit, présentiel mon mari, mais on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait parce qu'il faut que nous préservions nos forces, que les forces du changement et que ceux qui y réfléchissent se protègent eux aussi. Et ça me semble quand même quelque chose d'utile. Alors après, bien évidemment, c'est une situation qui est très, très difficile pour ceux qui gouvernent, mais qui peut être une situation, qui peut être une occasion bénie de faire des bénis oui-oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ceux qui respectent ce qu'on leur demande de respecter dans le domaine du comportement actuellement soient des bénis oui-oui ou des moutons. Ou alors ce sont des moutons, coucou, je les vois derrière Didier, ce sont des moutons qui savent préserver leur force pour éventuellement sauter par-dessus la barrière au moment où cela sera nécessaire, au moment où cela sera possible. Voilà. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire, c'est tout à fait très, enfin, pour moi c'est très clair, il n'y a pas à sacrifier les vieux. Ça n'a jamais été dans notre propos, ni celui de Myriam, ni le mien. Mais ça, c'est très clair. Les questions qui se posent, c'est les stratégies médicales à adapter, les stratégies thérapeutiques. On sait aussi que l'immunité et la capacité à se défendre, elle dépend aussi de son environnement familial, du désir. Ce que disait, si on a envie de vivre, eh bien on a plus de chances de survivre que si on a envie de mourir. Ça, c'est vrai. Très, très vrai. C'est quelque chose. Et qu'effectivement, le moyen de prévenir la gravité de la maladie, eh bien, on entend peu de choses là-dessus. On entend peu de choses, alors qu'on sait qu'effectivement, quand on est dans le grand âge, et quand on est dans nos âges même maintenant, on a une immunité qui est un petit peu moins bonne, on peut se soigner, on peut prendre tout un tas de choses, on peut la renforcer par l'activité physique, on peut la renforcer par tout un tas de choses. Mais c'est vrai que plus on avance en âge, et Myriam ne dira pas le contraire, plus ça va être difficile. Et plus le fait d'être confronté à un agent pathogène, quel qu'il soit, ça a été le Covid ce coup-ci, mais ça aurait pu être le virus de la grippe, comme ça aurait pu être un autre virus, un entérovirus, un gastrovirus ou je ne sais pas quoi, et qui aurait été amené. Donc, il ne s'agit pas de se satisfaire de ça, mais je crois qu'il faut garder raison. Et ce n'est pas du tout une raison, comment dire, quand on met dans la balance le fait d'hypothéquer en se disant les jeunes, ils vont arriver après à se défendre parce qu'ils sont jeunes, patati patata, je crois qu'il ne faut pas non plus hypothéquer leur futur et leur devenir, et en plus les rendre schizophrènes. Hein. La folie en touche un certain nombre. Donc, il y a quelque chose qui est très fin et qui nous dépasse un peu hein, dans la réflexion et qui, je pense, peut-être nous amène un peu à réfléchir ensemble. Et moi, je vous remercie de la réflexion, en tout cas. Et ce que je vous propose, c'est éventuellement que Myriam, si elle le désire, nous fasse partager quelques dernières réflexions, en tout cas pour ce soir, sur ce sujet. Et j'en profite avant de passer la parole à Myriam pour rendre un dernier hommage, on en donnera d'autres, mais à notre ami et membre d'Espace Marx et un des contributeurs à notre vie d'association, Jean-Claude Gillet, qui nous a quittés la semaine dernière, qui avait une pathologie pulmonaire lourde, hein, il le savait, qui a été hospitalisé. Je croyais qu'il était sauvé, mais en réalité, 3 jours après, il est parti et qui avait participé à la préparation, au moins à distance, puisqu'il habite Biarritz depuis son départ à la retraite. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage et l'évoquer en sachant que oui, lui aussi, il était présent, il a été victime effectivement de cette maladie qui a très vite, je dirais, aggravé la maladie qu'il avait aussi avant, au préalable. Myriam, est-ce que tu veux
nous faire partager quelques dernières idées. Et bien entendu, c'est des sujets qu'on continuera à aborder certainement dans l'avenir. Ah oui, je crois qu'on n'a pas fini, hein, parce que moi, il me semble, mais c'est que, comment s'appelle le dernier camarade là qui a parlé? Jacques. Vincent Taconnet. Vincent, oui, moi je trouve que c'est très intéressant son intervention parce qu'elle vient pondérer et ça correspond au réel dont nous discutons souvent avec Didier. Je crois que la réalité de notre situation, elle est embarrassante. Elle est embarrassante pour tout le monde, sans être exceptionnelle parce que toujours l'humanité s'est trouvée confrontée à des épisodes comme ça. On est en train de parler là des confrontations naturelles de l'humanité aux catastrophes. Hein, que ce soit c'est une catastrophe naturelle, une épidémie. Et on a, après de multiples générations d'humains, à rencontrer cet événement. La caractéristique de cet épisode, c'est qu'il nous confronte absolument à l'inconnaissable. Je crois que la spécificité de nos générations, de notre génération, c'est qu'on a plus fondé notre fonctionnement sur la connaissance que sur l'inconnaissable. Et là, on est quand même pris au dépourvu, que ce soit les politiques, que ce soit les scientifiques, que ce soit la population du tous les jours. Dans la population du tous les jours, on avait toujours l'impression qu'il y aurait le truc pour répondre aux problèmes, hein, qu'il y avait la solution à sortir du chapeau, y compris dans la profession médicale. Hein. Moi, j'ai participé, j'ai animé pendant des années des enseignements post-universitaires avec des médecins, toutes catégories d'âge confondues, qui n'attendaient qu'une chose, c'est donnez-nous le truc pour répondre à la question posée. On savait bien qu'au fond, il n'y en avait pas de vraiment, mais on rêvait de ça. L'illusion dont parlait Didier tout à l'heure. Alors, je crois que cette réalité, c'est ça. Là, il y a une deuxième chose que je voulais aborder. Alors là, je me trouvais, c'est pareil, c'est Vincent qui m'a donné l'idée. On ne peut pas nier l'importance des règles de prudence qui sont énoncées. Ces règles de prudence, à mon sens, elles existent depuis des années. Moi, je pratiquais à l'intérieur des hôpitaux comme chef de clinique quand est arrivé le sida. J'étais considérée comme anxiogène par mes patrons avant le sida parce que je demandais aux professionnels d'avoir des règles de prudence qui sont aujourd'hui communément adoptées quand il s'agissait de patients atteints ou de tuberculose ou d'hépatite B. Et on me reprochait d'être anxiogène à l'époque. Et moi, je trouvais que je n'étais pas du tout anxiogène. J'informais le professionnel, je faisais faire des pratiques que vous connaissez tous maintenant, le gel hydroalcoolique, la surblouse, le masque et le tri des vaisselles. Bien, donc je suis très contente de voir que maintenant ces pratiques anxiogènes à échelle individuelle deviennent rassurantes à l'échelle collective. Mais par contre, je crois que nous risquons d'oublier, on voudrait banaliser ces pratiques-là et que on voudrait oublier qu'à l'application de chacune d'elles, c'est un choix et qu'il y a conflit de valeurs. C'est ce que j'ai voulu raconter à l'intérieur des institutions. Cela ne va pas de soi. Et là aussi, parce que nous sommes dans l'inconnaissable et parce que nous sommes en train de composer avec d'autres valeurs, celle de la pyramide de Maslow, ça c'est pour Sophie, nous sommes en train de composer avec d'autres valeurs qui ont peut-être à certains moments prégnance sur les valeurs physiologiques ou les valeurs de contagion. Je pense en particulier à la façon dont nous avons blackboulé tous les rites funéraires pour les gens qui sont morts sur la période de Covid. Je suis personnellement persuadée que cette élimination des rites funéraires va laisser des séquelles
dans les familles et dans notre corps social qui vont faire le beurre de nos psychologues et de nos psychothérapeutes, mais qui vont faire aussi peut-être la misère de nos instituteurs et de nos enseignants. Voilà. Mais on a fait le choix. Il y avait un conflit de valeurs, c'était zip, l'enfermement dans la pochette et la mise en bière sans cérémonie, hein, ou le risque, mais certaines personnes sont décédées, elles ont mis 3 semaines, voire plus, à décéder sans avoir vu une seule fois un membre de leur famille. Hein, la personne a été déposée. Moi, j'ai accompagné des histoires similaires avec le sida. Je me souviens avoir fait entrer en réanimation une maman avec une toxoplasmose cérébrale. Elle est sortie de ma consultation pour être hospitalisée. Elle n'a plus jamais revu son mari ni sa petite fille, et vice-versa. Mais une fois décédée, elle a pu être vue quand même, parce qu'il n'y avait pas l'abolition des rites funéraires pour autant. Mais je crois qu'on ne mesure pas ce que ça représente. Donc là, on retourne à l'essentiel. Est-ce qu'un rite funéraire est essentiel? Alors, pour certaines personnes, pas forcément. C'était à voir. Et ça a livré, je crois que ça a livré à leur décision personnelle de nombreux soignants, directeurs d'établissement. Il y a eu des dérogations. Hein? Il y a des gens qui ont pris sur eux. Il n'y a pas eu de catastrophe pour autant. Hein? Mais ils ont pris sur eux, ils ont dérogé parce qu'ils n'ont pas considéré ces mesures-là comme étant des mesures banales. Et ils ont accepté qu'à certains moments… Donc, c'est la gestion du conflit de valeurs. Donc, ça renvoie chacun, je pense, à sa conscience morale. On est beaucoup plus isolé que dans des pratiques communes. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je crois que ça retrouve… C'est déjà beaucoup. Merci Myriam, merci Didier. Ce que je vous propose, y compris là, tous les participants qui sont encore présents avec nous, Didier y compris et Myriam y compris, c'est peut-être d'écouter les conclusions, évidemment forcément partielles, et quelques enseignements que Vincent Taconnet nous habitue à tirer, je dirais, de nos 4 jours de rencontres. Je le rappelle, avec 28 contributions et 16 séances, ce qui est pas mal. Donc, vous retrouverez d'ailleurs sur la télévision YouTube d'Espace Mars, je dis ça en rigolant, hein, Très bien, c'est très bien. toutes nos interventions. Donc, vous aurez la possibilité éventuellement de les réécouter et puis de les regarder aussi. On va avoir, après l'intervention de Vincent, on prendra quelques minutes, si vous voulez, pour parler du projet pour les 14e rencontres en décembre 2021.